Dans cet épisode, il sera question de violences sexistes et sexuelles. Le 17 février dernier, l'ancien ministre et actuel maire de Draveil a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, pour viol, agression sexuelle en réunion. Il est d'ailleurs actuellement en prison, il était écroué à l'issue même de l'audience. Il refuse de démissionner. Vous avez le pouvoir, en Conseil des ministres, de démettre ce maire. Qu'attendez-vous pour le faire ? Décidément, les oppositions en demandent beaucoup à l'exécutif. Gérald Darmanin, vous faites l'objet d'une procédure judiciaire sur accusation de viol. Est-ce que vous comprenez que certains s'indignent que vous soyez devenu ministre de l'Intérieur ? Je constate simplement 2 enquêtes préliminaires qui ont été classées sans suite et un non-lieu rendu par 2 juges d'instruction. Il y a eu 3 décisions de justice en 3 ans qui me sont favorables. Alors il me semble qu'au bout de 3 décisions de justice, on peut penser que j'ai le droit à la présomption d'innocence. Le président de la République, il a fait quelque chose de très simple. Il a défendu dans notre pays la présomption d'innocence. Ce qui doit être un principe constitutif de notre démocratie, la présomption d'innocence. Donc vous allez continuer à regarder les films de Gérard Depardieu ? Oui, je pense qu'on peut aussi distinguer l'homme de l'artiste. Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Bonjour à toutes, vous écoutez Jugeons la justice, pas les femmes, un podcast écrit et produit par la VFT Libres et Égales pour outiller les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Épisode 7, pour que les employeurs respectent leurs obligations. La plupart des hommes s'en foutent un peu lorsqu'une femme dénonce les violences sexuelles et les désigne. Mais comment est-il possible que leur vie professionnelle continue comme si de rien n'était ? Qu'un enseignant, par exemple, qui serait mis en cause par une de ses collègues pour agression sexuelle, puisse continuer à travailler chaque jour auprès de ses autres collègues et d'enfants. Le droit oblige pourtant les employeurs à agir contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Parce que les employeurs, publics ou privés, doivent assurer la sécurité et protéger la santé des travailleuses. Même si à la VFT, nous militons pour que les travailleurs et travailleuses soient en pleine maîtrise de leurs propres conditions de travail, c'est aujourd'hui l'employeur qui détient ce pouvoir. Et le Code du travail les oblige à assurer leur santé et sécurité, notamment en matière de violences sexistes et sexuelles. Face aux travailleuses qui dénoncent des violences sexuelles, les réponses des employeurs minimisent, mettent à distance et les dédouanent. Ça relève de la vie privée, je peux rien y faire. Oui, et puis moi ça me regarde pas, leurs histoires. Ben oui, et elles n'ont pas porté plainte et moi je suis pas juge alors... Ouais, on peut rien faire, il est présumé innocent quand même. Ah, la présomption d'innocence, parlons-en. Autant le dire tout de suite, l'employeur ne peut pas invoquer la présomption d'innocence pour déroger à ses obligations légales en matière de santé et de sécurité au travail. Et oui, un employeur ne peut pas se contenter de ne rien faire, d'ignorer la victime qui dénonce des violences ou encore de la changer de service au nom de la présomption d'innocence. Procédures disciplinaires et procédures pénales sont indépendantes. La première est engagée par l'employeur contre le harceleur, la procédure pénale n'est engagée que si la victime porte plainte. Mais alors, que doivent faire les employeurs ? L'employeur, public ou privé, doit sanctionner. Nous allons le voir. Mais d'abord, il a l'obligation légale de prévenir les violences sexistes et sexuelles. L'employeur doit être actif, tout faire pour que les violences sexistes et sexuelles ne surviennent pas. Il ne peut pas se contenter de réagir une fois qu'une travailleuse dénonce des violences sexuelles. Il doit établir un véritable plan de prévention, notamment avoir identifié les facteurs de risque propres au secteur professionnel de sa structure afin de les parer. Les travailleurs et les travailleuses doivent être en mesure de qualifier les violences sexistes et sexuelles. Des informations essentielles, comme les coordonnées des personnes ressources au sein et à l'extérieur de la structure, doivent être à leur disposition. Elles doivent également être renseignées sur les suites qu'engendrerait une dénonciation au travail. Bien souvent pourtant, la prévention est inexistante, parfois réduite à quelques affiches dans les locaux, et c'est aux travailleuses de s'organiser entre elles, de penser leur propre sécurité individuellement. Nina travaillait dans la restauration, elle nous raconte comment ça se passait. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un restaurant comme commis de cuisine. C'était une ambiance assez familiale et entre collègues, ça se ressentait, c'était plutôt festif. Il y avait une bonne entente générale, même s'il pouvait y avoir parfois des petites remarques sexistes de la part de collègues. Entre femmes, on pouvait se confier des situations de difficultés avec un client un peu lourd ou
se raconter entre nous des remarques qu'on avait pu trouver sexistes de la part d'un collègue, mais on n'avait pas vraiment de stratégie collective sur une manière de répondre à des situations sexistes. Je regrette que mon patron n'ait pas expliqué ou présenté une façon, soit un interlocuteur, soit une démarche à suivre en cas de problème, en cas de conflit ou en cas de violence avec un autre employé. Quand il n'existe aucune politique de lutte contre les violences sexuelles au sein d'une structure, c'est d'autant plus difficile pour les victimes de dénoncer les violences. Ce manquement bénéficie toujours aux agresseurs. Donc je subis de nombreuses violences. Je subis une agression sexuelle en cuisine, un viol hors du lieu de travail et pendant des mois, un acharnement moral, des insultes sexistes, des intimidations, de la menace physique. Mon agresseur me demande de quitter mon travail. Et donc c'est à la suite d'un shift où j'ai trop subi. C'est là que je me dis que je ne pourrais pas continuer à travailler dans ce restaurant, dans ces conditions. C'est là que je décide de parler à mon patron pour la première fois. Je lui envoie un SMS en lui disant que j'ai besoin de parler de mes difficultés au travail. Quand je commence à en parler, ça me demande déjà du courage parce que je sais que je vais me confronter à de l'incompréhension et sans doute du soutien envers lui. Enfin, je m'en doute un peu. J'ai senti assez vite qu'il n'y avait pas de problème pour parler d'un client problématique, mais que parler de comportement de collègues serait beaucoup plus délicat parce qu'il y a vraiment une ambiance de camaraderie et ça, je pense que c'était un frein pour parler en cas de problème. C'est après ce premier signalement que Nina saisit la VFT. Et là, c'est un grand soulagement parce qu'on m'écoute. On m'écoute longtemps et on me conseille. Alors d'abord, on m'informe sur mes droits. On me conseille sur la forme d'un signalement plus formel. J'ai parlé du premier signalement verbal qui n'a abouti à rien. Cette fois, on me conseille d'écrire un signalement très détaillé, factuel, chronologique, et d'ajouter toutes les pièces qui vont appuyer mon témoignage, des attestations médicales, mes arrêts maladie, des ordonnances, des témoignages indirects de mes proches. Comme je suis étudiante, je demande aussi de l'aide à mon école. Mes profs témoignent par écrit aussi, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas l'étudiante qu'ils connaissaient. Donc voilà, en fait, je me rends compte aussi en faisant ce travail de signalement que je suis entourée et entendue hors de mon travail alimentaire. Une fois que l'employeur a connaissance d'une dénonciation, il doit réagir immédiatement. Il est dans l'obligation de réaliser une enquête interne, tout en protégeant la victime et les potentiels témoins. L'enquête interne, c'est quand l'employeur auditionne toutes les personnes concernées, de près ou de loin, et réunit toutes les pièces nécessaires pour constater les violences sexuelles et en tirer les conséquences. En tant que victime ou témoin, il peut arriver que l'employeur nous impose par exemple une mutation en lien avec nos dénonciations. Or, on ne peut modifier les conditions d'exécution de notre contrat de travail parce qu'on a dénoncé des violences sexistes et sexuelles. C'est interdit par la loi qui parle de discrimination. Un employeur qui prétend protéger une victime ou un témoin et invoque l'obligation de sécurité pour justifier d'une telle mesure discriminatoire est donc hors la loi. Pour protéger une victime ou un témoin, il lui suffit de suspendre le travailleur le temps de son enquête, par exemple. Ça s'appelle la mise à pied à titre conservatoire et c'est fait exactement pour ce genre de situation. Mon patron ne me dit pas vraiment ce que l'enquête a conclu, mais il me dit voilà, je lance une procédure disciplinaire. Je suis soulagée parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà une reconnaissance des faits. À ce moment-là, je me dis pas forcément que mon agresseur va être licencié, mais je me dis au moins qu'il y aura un blâme, que en tout cas l'entreprise reconnaît le préjudice que j'ai subi, et c'est un soulagement. La sanction est incontournable pour l'employeur qui constate les violences sexistes et sexuelles. Logiquement, la Cour de cassation nous dit qu'en matière de harcèlement sexuel, la sanction appropriée, c'est-à-dire à la hauteur de la gravité des faits, c'est un licenciement disciplinaire puisque, de jurisprudence constante, harceler sexuellement depuis 2002, c'est une faute grave. Quand l'employeur ne respecte pas ses obligations, les conséquences sur les victimes sont désastreuses en termes de santé ou encore de maintien de l'emploi. Tous ces manquements alimentent largement l'impunité des agresseurs, c'est donc très grave. Après cette annonce de procédure disciplinaire, il y a un long silence
Et je reçois juste un message, un SMS de mon patron qui me dit « Il ne reviendra plus travailler, tu peux revenir dans le restaurant ». Et je suis assez surprise par cette réponse un peu lapidaire. Donc j'insiste et il me dit par téléphone que mon agresseur est parti avec une rupture conventionnelle. Dans ce restaurant, c'est pas du tout anodin parce que la rupture conventionnelle, le patron a été assez clair, elle est obtenue que par des employés méritants qui sont là, qui ont une ancienneté de plus de 2 ans. Mon agresseur, il est là depuis plusieurs mois et il obtient ce cadeau parce qu'il a commis des violences sexuelles. Donc je suis complètement... je suis très déçue et je suis très en colère quand j'apprends ça. Mon patron ajoute que je dois revenir travailler ou décider de partir. Quand on a fait tout ce travail de signalement, de recueil de témoignages, on attend un peu quelque chose en retour. Pas vraiment comme une sorte de récompense, mais une sorte de conclusion à tout ce travail et cette souffrance. Lorsque l'employeur ne fait pas de prévention, ou pas suffisamment, qu'il ne réagit pas, ou qu'il ouvre une enquête mais que celle-ci est bâclée, lorsqu'il ne sanctionne pas l'agresseur, la victime peut saisir les prud'hommes pour être établie dans ses droits. Elle peut demander des dommages et intérêts pour réparer les préjudices qu'elle a subis du fait des manquements de son employeur. Quand c'est l'employeur qui est l'agresseur, c'est sûr que les marges de manœuvre de la victime sont encore plus réduites. Selon la façon dont la structure de travail fonctionne, et donc la possibilité que l'employeur agresseur soit sanctionné, la voie la plus adaptée est bien souvent la saisine des prud'hommes aussi. Dans le prochain épisode, nous parlerons des accidents du travail et de la reconnaissance de la maladie professionnelle pour que vous ayez toutes les informations en main pour déclarer l'un ou l'autre après avoir subi des violences sexistes et sexuelles au travail. Merci de votre écoute.